Bienvenue à toutes et à tous. Si vous souhaitez échanger avec le service admission ou avec des élèves de l'école, retrouvez tous les liens dans la description de cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux d'accueillir Monsieur Fabien Galtier à notre conférence. Du coup, Fabien Galtier va nous parler de sa parcours de vie. Et il y aura une seconde conférence le 2 février pour répondre à vos questions. Donc, je vais laisser la parole à Fabien. Bonjour Elliot, bonjour à tous et merci pour l'honneur que vous me faites de partager un retour d'expérience qui est le mien. Donc je me présente, je m'appelle Fabien Galtier, j'ai 51 ans, je suis né à Cahors dans le département du Lot et à travers mon parcours, euh, les moments qui m'ont marqué peut-être et puis parler de passion. Peut-être le thème c'est d'abord la passion. Quand on a votre âge, souvent on a envie, on est plein de vie, on a plein d'énergie, et parfois on ne sait pas trop donc pour s'orienter. Donc l'idée c'est déjà peut-être partager une idée, hein, simplement une idée, une conviction qui est la passion, ça rend les choses plus faciles, ça donne beaucoup d'énergie. Et donc mon parcours, c'est un parcours classique, hein, d'étudiant, puisque à l'époque, lorsque je jouais au rugby, le rugby était un sport amateur. J'ai commencé à pratiquer tous les sports, et puis vers l'âge de 15 ans, je me suis mis à pratiquer un seul sport qui était le rugby, parce que c'était le sport qui me plaisait le plus et qui me demandait de plus en plus d'entraînement. Mais c'était un rugby amateur. On était dans les années 85. Là, j'ai continué en même temps donc, mes études, cursus universitaire, un DUT de gestion, puis après une école de commerce à Toulouse, ça s'appelait Subdeco, et dans cette même école, un master en ingénierie commerciale, donc étudiant jusqu'à 26 ans. 26 ans, sauf qu'entre-temps, ben, j'avais commencé à jouer au rugby en équipe de France, donc à 20 ans, je jouais en équipe de France, 1991, ma première sélection. Ma première Coupe du Monde en 1991, ma deuxième Coupe du Monde en Afrique du Sud en 1995, à l'époque de Nelson Mandela. Invictus, le film Invictus, c'est nous. C'est nous qui perdons en demi-finale contre les Sud-Africains sur une décision de l'arbitre, mais bon, c'est comme ça, il faut accepter les décisions de l'arbitre. Et ensuite, le rugby est passé professionnel en fait après cette Coupe du Monde. Pour quelle raison? Parce que les télévisions ont été intéressées, elles ont vu que ce sport faisait de l'audience, c'était un sport amateur. Donc les télévisions ont voulu absolument acheter les droits, ce qu'on appelle les droits télé, les droits marketing, qui font que chaque épreuve se vend au plus offrant. Le tournoi Destination que nous allons jouer bientôt, il est la propriété de France Télévisions en France qui paye très cher les droits de retransmission du tournoi Destination. C'est la BBC par exemple en Grande-Bretagne. Et donc nous, le sport professionnel vit d'abord des droits. Bien sûr après des entrées au stade, du marketing et tout ce qui va autour, mais ce sont les droits télé. Donc nous sommes passés professionnels en 95, alors que j'étais étudiant en école de commerce. Et donc j'ai eu la chance en fait de faire les deux, d'avoir toujours ce qu'on appelle la double culture, le sport d'un côté et la formation et l'apprentissage. Et en fait, sans trop savoir ce que j'avais envie de faire, j'ai cheminé comme ça avec le plaisir et la passion. La passion qui était le sport, qui était le rugby, et le plaisir parce que j'aimais bien étudier en fait. Je trouvais que ça faisait un équilibre entre le sport qui est quand même, il faut le pratiquer à outrance, il faut s'entraîner énormément, ça demande beaucoup d'énergie. Et j'aimais bien ensuite rompre avec ce rythme-là et me cultiver et apprendre. J'ai toujours aimé apprendre. Donc jusqu'à 26 ans, j'ai fait ces études-là. Et quand j'ai terminé mes études, j'avais donc 27 ans. Je suis rentré d'abord à la Société Générale, banquier, banquier entre guillemets, ils appellent ça les banquiers d'affaires. Donc on s'occupait des sociétés. Je travaillais à mi-temps parce que le reste du temps je m'entraînais. Puis après on s'entraînait tellement que je travaillais à quart-temps. Et j'ai travaillé à la Société Générale jusqu'en 2003. En 2003, j'ai arrêté de travailler à la Société Générale. C'est l'année où j'ai arrêté de jouer au rugby. C'est après ma troisième Coupe du Monde, 91 en France, 95 en Afrique du Sud, 2003 en Australie. On perd en demi-finale face à l'Angleterre. J'étais capitaine. Et là, je décide d'arrêter de jouer au rugby. J'avais 34 ans et demi. Et je change de travail. C'est-à-dire que je travaille à la Société Générale. Je rentre dans une société qui s'appelle Avasport. Avas, en fait, qui s'occupait des droits du sport, justement. Donc, toutes les épreuves que vous connaissez, comme aujourd'hui le Paris-Dakar, qui appartient maintenant à ESSO. Il y avait aussi le Marathon de Paris. Plein d'épreuves qui se vendent aussi. Et donc, je travaillais pour cette société. Et parallèlement, donc, je me suis mis à entraîner, puisque mon dernier club était le Stade français,
à Paris. Et le président qui était Guazzini, Max, m'a demandé d'entraîner. Donc je suis devenu entraîneur en 2005 du Stade français. Ma première année d'entraîneur, c'est la saison 2005-2006. Et là, je continue à travailler chez Havas jusqu'en 2008. 2008 où j'arrête d'entraîner le Stade français après 4 ans d'entraînement. Et je me mets à travailler pour une société de conseil. Donc c'est pareil, à votre âge, je ne savais pas ce que c'était le conseil, comme Capgemini, voilà, c'est une société qui s'appelle Capgemini. Et je rentre chez Capgemini parce que le patron de Capgemini aime le rugby, il s'appelle Serge Kampf. Il me dit, ça t'intéresse d'être consultant? Donc je découvre ce que le métier de consultant en entreprise, c'est-à-dire docteur en entreprise. Et je travaille pour ce qu'on appelle la partie, ce qu'ils appellent la partie people, transformation et organisation. Donc tous les sujets, entre guillemets, ressources humaines et tous les sujets des organisations des sociétés et surtout des transformations parce que les sociétés se transforment en permanence. Tous les systèmes en fait qui existent, que ce soit une équipe de rugby, que ce soit une entreprise, va toujours être obligée de se transformer parce que les règles changent, parce que les habitudes des consommateurs changent, parce que l'environnement change et qu'il faut s'adapter. Une société qui fonctionne, c'est une société qui se transforme parce qu'elle s'adapte, voire parfois qu'elle anticipe. Et donc j'ai appris cette spécificité à partir de 2007. Moi, j'ai arrêté d'entraîner au Stade français à partir de 2008, pardon. Et en même temps, j'étais parti entraîner l'Argentine. Pourquoi l'Argentine? Parce qu'au Stade français, on avait beaucoup d'Argentins, notamment un gars qui s'appelle Agustin Pichot, qui était le demi-mêlée, capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, et qui était devenu le président de la fédération. Il me dit, viens nous aider avec l'équipe d'Argentine. Ok, donc je m'en vais à Buenos Aires pendant 2 ans, et j'entraîne les Argentins pendant 2 ans, de 2008 à 2010. Et en même temps, je fais des allers-retours à Paris pour travailler en tant que consultant chez Capgemini. Donc, vous voyez toujours la double culture. Et depuis, je suis toujours consultant chez Capgemini, depuis 2008. Ensuite, après l'Argentine, en 2010, je suis revenu en France parce que j'ai une proposition de Montpellier. Donc, j'ai entraîné Montpellier. Donc, j'ai entraîné Montpellier là, de 2010 à peu près jusqu'à 2015. À 2015 et je suis venu vivre à Montpellier. Donc j'ai fait 4 saisons et demie parce que j'ai connu aussi un échec. J'ai connu des échecs, bien sûr, en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur. Je me suis fait virer pour ma 5e année de Montpellier vers le mois de décembre. Donc au bout de 6 mois de la 5e année, le président a décidé de m'écarter parce qu'il n'était pas satisfait des résultats de l'équipe. Et donc j'ai été viré. En sport, et notamment en première division, lorsque vous êtes écarté, ça se fait pas discrètement en fait. Les médias en parlent, ça fait beaucoup de buzz parce que le sport c'est aussi une entreprise de spectacle. Et ça, je partagerai avec vous ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel. On monte très haut sur les émotions positives par le haut, mais on descend aussi très très bas sur les émotions négatives. Et on apprend après, plus ou moins bien, à gérer toutes ces évolutions d'émotions, les émotions positives comme les émotions négatives. Mais ça aide aussi dans la vie privée. Et ça aide aussi dans le travail. Donc, après cette année, pendant 1 an et demi, je n'ai pas entraîné. Et je me suis consacré à 2 choses. Le consulting avec Capgemini. Et puis aussi, je travaillais pour la télévision. Parallèlement, j'avais été appelé par France Télévisions, d'abord Canal+, 1 an, puis France Télévisions, pour être ce qu'on appelle consultant. C'est des métiers aussi que je ne connaissais pas. En fait, je suis à côté d'un journaliste et je commente le match. J'ai fait ça 1 an à Canal et 14 ans à France Télévisions. Et puis, en 2017, j'ai signé à Toulon. À Toulon, qui était un grand club, le président était Boudjelal. J'ai signé pour 2 ans à Toulon, donc j'ai déménagé, je suis parti à Toulon. Et j'ai fait 1 saison seulement, parce que j'avais signé 2 ans. Mais à la fin de la saison 2017-2018, le président de Toulon, Boudjelal, a décidé de me virer. Voilà, on appelle ça virer, de rompre le contrat, parce qu'il n'était pas satisfait des résultats de son équipe. Nous avions perdu en quart de finale de Coupe d'Europe et nous avions perdu aussi en quart de finale du championnat de France. Qualifié dans les 2 compétitions, mais perdu en quart. Lui, il voulait être champion. Donc, il m'a dit, tu dégages, gentiment. Là aussi, ce sont des moments durs parce que quand on se fait virer, dans notre sport, je vous dis, les médias cherchent toujours à expliquer pourquoi. Et donc, vous pouvez être un génie quelques temps auparavant et devenir un très mauvais quelques secondes après. Donc, c'est pas facile à vivre, mais ça s'apprend. Après cela, je me suis dit, je ne suis pas sûr de vouloir encore entraîner parce que ça avait été dur à Montpellier, dur à Toulon. Bon, j'avais 50 ans,
Et c'était peut-être le moment de dire merci à ma vie de joueur de rugby, d'entraîneur de rugby. Surtout que j'étais heureux parce que j'étais consultant télé en même temps et consultant chez Capgemini. Donc je me suis lancé dans cette vie qui était déjà commencée. Et puis, quelques temps après, un an après, l'entraîneur de l'équipe de France, qui s'appelle Jacques Brunel, vient me voir pour me demander de l'aider à préparer la Coupe du Monde au Japon. En fait, l'équipe de France avait des mauvais résultats. En gros, elle perdait 75% de ses matchs, elle gagnait 25% de ses matchs. Il me demande de l'aider. Donc je lui dis OK, c'était mon ami, ça avait été mon entraîneur à Colomiers, parce que j'ai joué 20 ans à Colomiers. Et il me dit viens m'aider pour 4 mois. Je lui dis OK. Donc je signe un contrat pour 4 mois, c'est-à-dire juin, juillet, août, septembre, octobre. Et je pars au Japon. Sauf que, avant de partir au Japon, le président de la fédération, Bernard Laporte, me propose mieux. C'est-à-dire, il me dit, je te demande d'accompagner Jacques et en même temps, je te propose un contrat pour 4 ans pour être l'entraîneur, le sélectionneur de l'équipe de France de rugby. Bon, j'ai pas réfléchi longtemps. Hein. J'ai réfléchi à peu près 1 minute. Enfin, je crois que j'ai pas réfléchi du tout d'ailleurs. Et j'ai dit oui, en fait. Et j'ai dit oui. Et pourtant, mon père, il souffrait tellement de la pression que j'avais autour de moi. Il m'avait dit, tu me promets, après Toulon, tu ne rentraînes plus. Tu ne rentraînes plus, c'est trop dur pour nous. Je dis, je te promets, c'est fini. Et là, je l'ai rappelé, je dis, bon, papa, je t'ai écouté. Je ne rentraîne plus, mais là, on m'a demandé de sélectionner. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? On ne peut pas refuser, il me dit. Donc, il était d'accord pour à nouveau souffrir pendant les matchs, comme il avait souffert pendant des années. Donc, voilà. Depuis ce temps, donc maintenant, depuis 18 mois, je suis l'entraîneur de l'équipe de France de rugby, sélectionneur. Et d'ailleurs, je vous parle de Nice, parce que nous sommes à Nice depuis une semaine en train de préparer le tournoi des 6 nations de l'année 2021 avec l'équipe de France. Donc j'ai organisé ma journée en fait pour vous parler environ pendant 40 minutes jusqu'à 18h10, c'est ça, jusqu'à 18h10, pour ensuite retrouver mon équipe pour une réunion, pour un meeting qui va durer à peu près un quart d'heure. Et ensuite, on va partir sur le terrain et on va s'entraîner pendant demi-heure. Voilà un peu une présentation, on va dire, globale qui vous permet de situer le personnage, c'est-à-dire et son parcours. Lorsque j'ai préparé avec vous, notamment avec Elliot, l'intervention, peut-être l'idée, je me suis dit pour vous, que je pouvais transmettre en fait, comme mon retour d'expérience, c'est en fait la passion. Je crois que ce qui m'a toujours accompagné, j'ai jamais su vraiment ce que je voulais faire en fait. J'aimais bien le DUT de gestion, il y avait des matières qui me plaisaient, d'autres pas. L'école de commerce, il y avait des matières qui me plaisaient énormément et d'autres pas. Mais ça me plaisait globalement, ça correspondait bien à ce que j'aimais, notamment l'économie. Et puis après, il y avait le sport. Et le sport qui aussi me plaisait énormément, et notamment le rugby. Et en fait, quand il fallait décider de quel métier je voulais faire, je ne savais jamais en fait. J'ai fait un peu banquier, j'ai fait après, j'ai travaillé dans le droit, puis maintenant je suis consultant. Et en fait, c'est le chemin que j'ai pris qui doucement m'a amené à travers ce que j'aimais bien, ce que j'aimais moins bien, les choix, vers aujourd'hui, à 51 ans, je crois que je fais des choses qui me plaisent. Et c'est toujours mieux de faire des choses qui vous plaisent. Alors, je peux même aller plus loin, je fais des choses qui me passionnent parce que le sport, c'est une passion. Le sport, c'est quelque chose qui, depuis mon enfance, m'a toujours accompagné. D'abord comme un jeu, puis après comme un métier, sans savoir que j'étais destiné à être un jour joueur de l'équipe de France, puis capitaine de l'équipe de France, et puis entraîneur de l'équipe de France. Bon, c'est sûrement une construction comme vous, jour après jour, année après année, et puis des rencontres aussi. Je pense qu'il y a des rencontres qui sont inspirantes, et puis la volonté. Mais la volonté, elle vient toujours du plaisir qu'on a à pratiquer les choses, et donc la passion. Si je parle de l'entraînement, par exemple, c'est quelque chose qui parfois peut être très fastidieux, mais quand on est passionné, en fait, on a plaisir à passer des heures à répéter des gestes, les mêmes gestes, juste parce qu'on veut on veut l'améliorer, on veut le faire plus naturel. Parce que souvent on parle de talent,
Mais le talent, et c'est vrai, hein, c'est juste la connexion entre deux cellules nerveuses. Et les connexions neuromusculaires, elles fonctionnent simplement parce qu'on les répète. En fait, c'est comme des rigoles, en fait, comme des rigoles. On habitue à connecter cette cellule avec cette cellule pour réaliser un geste. Et le réflexe, c'est la base d'un réflexe, c'est 30 répétitions. Et donc, à partir de 30 répétitions, on commence à acquérir une connaissance et un geste. Et donc, lorsqu'on répète 30 fois, puis après 30 fois, et encore 30 fois, et après l'équivalent, il faut savoir que Mozart, par exemple, je vais parler de Mozart, lui, entre le plus jeune âge, dès qu'il a su qu'il a pu comprendre la musique, il a passé 6 ans de sa vie totalement immergé à jouer des notes, à jouer des morceaux, à apprendre le rythme. Et c'est pour ça que Mozart avait un talent inné. Mais en fait, il n'avait pas un talent inné. Il avait un talent qu'il avait développé parce que la passion l'habitait en permanence. Et les peintres, les artistes, les gens un peu excessifs, si je prends Maradona, que vous connaissez peut-être, le joueur de foot Maradona, lui, il a passé 6 ans à jongler avec son pied gauche dans les favelas de Buenos Aires. Et quand vous prenez un peu les parcours on va dire des gens qui sont exceptionnels, c'est d'abord des gens qui ont été habités par la passion. Alors c'est un peu excessif ce que je vous dis parce que il n'est pas nécessaire pour être heureux, pour se réaliser d'être Maradona ou Mozart. Mais ce qui fonctionne en gros, c'est quand même la capacité à aimer ce que l'on fait. Et aussi, lorsqu'on est capable d'aimer ce que l'on fait, eh bien, on est capable de supporter parfois la charge de travail qui n'est pas toujours très agréable. C'est-à-dire que, par exemple, moi, dans l'entraînement, il y a des choses que j'adorais, c'est tout ce qui était avec le ballon. Mais dès qu'il fallait aller dans une salle de musculation et lever la fonte pour développer des qualités, c'était pas trop ce qui me plaisait. Mais comme je savais que lorsque je faisais la musculation, j'avais une meilleure passe, j'avais un meilleur jeu au pied, j'étais plus puissant, j'étais plus rapide, alors, comme j'avais une motivation, comme j'avais une vision, eh bien, c'était plus facile. Ça, c'est le deuxième point, je crois. La passion, faites des choses que vous aimez dans votre parcours, dans votre école, et après, essayez de définir une vision. Essayez de vous imaginer. Euh, essayez de vous dessiner un chemin. Alors, c'est très difficile, mais c'est vrai que vouloir aller vers quelque part, vers quelque chose, ça permet de fixer des étapes et de fixer une progression, en fait. Et dans le développement que vous avez aujourd'hui, parce que vous avez tout à disposition, maintenant vous êtes là pour vous développer, pour acquérir des compétences, c'est bien aussi de se fixer une vision. Alors parfois, certains l'appelleront une ambition, un chemin, un destin, quelque chose qui vous donne une direction et avec laquelle vous allez pouvoir structurer votre évolution. Alors, j'aime pas employer le mot travail. Le mot travail, c'est... Bon, ça peut sembler un peu fastidieux, mais j'ai envie de dire plutôt l'activité. Moi, j'arrive pas à dire que entraîneur, pour moi, c'est un métier. Je dis juste que c'est d'abord une passion et après une mission, parce que c'est une responsabilité. Et quand je jouais, c'était un peu pareil, parce que comme c'était un sport d'équipe, j'ai toujours aimé le sport d'équipe, c'était d'abord la passion du jeu, puis après, c'était la passion de mon équipe, en fait. J'ai joué à Colomiers longtemps, à côté de Toulouse, puis après, j'ai joué pour l'université, pour l'école de commerce, après, j'ai joué pour le Stade français, puis après, j'ai joué pour l'équipe de France. Donc, le maillot, par exemple, que je porte là, c'est quelque chose qui est très fort, parce qu'on se sent responsable, on se sent engagé. Donc ça, quand on arrive à trouver aussi un engagement sociétal dans une entreprise, un engagement dans une association comme vous l'avez, l'association des élèves, dans votre école, à votre échelle, quoi. Peut-être vous travaillez ponctuellement, certains vous travaillez pour gagner un peu d'argent. C'est sûrement fastidieux, mais lorsque vous êtes, par exemple, investi auprès du gars qui vous a recruté, investi auprès de votre petite structure, c'est toujours plus facile de se lever de bonne heure et de finir tard ou de faire des choses fastidieuses parce que, en fait, c'est pas tellement ce qu'on fait qui nous anime, mais c'est plutôt, au-delà de l'exercice répétitif, c'est plutôt la mission. C'est l'histoire, en fait, souvent les tailleurs de pierre, on raconte souvent l'histoire des tailleurs de pierre qui taillent la pierre, ça c'est un peu fastidieux de tailler la pierre.
Sauf qu'on leur demandait qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils étaient en train de tailler la pierre pour bâtir une cathédrale. Donc, toujours pareil, quand vous taillez la pierre, qui est un geste un peu difficile, pour bâtir un monument, vous n'êtes pas le seul engagé dans cette mission, mais en plus, le geste qui est un peu fastidieux, il se voit parce que vous êtes en train de construire une sorte de monument. Donc, c'est vrai que si chaque fois que vous travaillez, chaque fois que vous vous engagez dans une action, vrai, si vous avez le sentiment d'écrire quelque chose ou de quelque chose, c'est toujours un peu plus ça donne un peu plus d'énergie. Dans la stratégie de mon équipe, j'emploie souvent le mot énergie. Énergie. Énergie en attaque, énergie en défense. Le sport de haut niveau, c'est toucher à ses limites, en fait, parce qu'en face, ils sont très bons. Et donc, on touche à nos limites physiques, psychologiques et techniques. Et donc, c'est quoi la différence entre nous et les autres, puisqu'ils sont aussi bons que nous? Eh bien, c'est l'énergie qu'on va pouvoir construire et ensemble, et qu'on va pouvoir dégager ensemble. Et c'est souvent une histoire d'énergie, en fait, la performance d'une équipe. Voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé, il est 52. Est-ce que je continue, Elliot, ou je commence à répondre à des questions? Je ne t'entends pas. Attends. Voilà, Tu c'est bon, m'entends je t'entends. pas? C'est bon? Là, c'est bon. Comme tu veux, si tu penses que tu as assez parlé, que tu as fait le récapitulatif de tout ton parcours et de ta passion, on peut passer aux questions. On peut Du commencer coup, si vous voulez. ouais, bon, on peut commencer maintenant, comme ça nous fera. Du coup, ceux qui veulent poser leurs questions, posez-les dans le chat. Si tu peux me les lire, parce que moi, pour le moment, je n'en vois je pas. sais. Tu les sélectionnes. Ouais. J'ai que des bons jours pour le moment. Ouais. Enfin, et tout ça, ouais, j'attends. Les gens, ils doivent écrire. Quel a été votre meilleur rugby? Mon meilleur souvenir de rugby, c'est le match contre les All Blacks en 1999. Je ne sais pas si vous étiez né, mais c'était une demi-finale de Coupe du Monde face aux All Blacks avec l'équipe de France où on était condamné à perdre parce que le All Black était invaincu, invincible. C'était un match à Londres, 31 octobre 1999. Et alors que nous étions condamnés à la défaite, nous avons réussi à inverser une tendance qui était quand même très difficile à inverser. Premier mi-temps, nous sommes menés 17-10. Début de deuxième mi-temps, les All Blacks marquent, nous sommes menés 24-10. Et après, entre la 46e minute et la 60e, nous avons marqué 3 points, dont 3 essais. Et nous sommes passés de 24-10 à 43-24. Nous avons marqué 33 points en 30 minutes. 43-24. Et donc, c'est le plus gros score qu'une équipe ait infligé aux All Blacks en Coupe du Monde. Et c'est le plus beau souvenir. C'était incroyable, incroyable. Il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent. Mais vous étiez, je pense, un peu petit, donc ça ne vous parle pas. Moi, j'étais pas né. Après, il y a une autre question, c'est quelles sont vos échéances pour la Coupe du Monde 2022? Alors, la Coupe du Monde, c'est en 2023 déjà. Et les échéances. C'était la question. Oui, bien sûr. Les échéances, c'est. Là, on a un tournoi en destination qui va commencer à Rome samedi prochain. Ensuite, on va avoir une tournée en Australie, si le Covid nous laisse un peu tranquille, prévu en juillet. Puis, en France, au mois de novembre, on a une tournée. Une tournée, c'est-à-dire on reçoit les All Blacks, l'Afrique du Sud, l'Australie. Après, on a encore un tournoi. Ça, c'est la saison 2022. Une tournée au Japon au mois de juillet 2022. On a une tournée en France. On reçoit encore les nations du Sud. En fait, l'été, on part dans le mois de juillet, juin, juillet. Et à l'automne, c'est les nations du Sud qui viennent dans le Nord. Puis après, on aura un tournoi début 2023. Et ensuite, on a la Coupe du Monde qui commencera en septembre 2023. Le premier match de la Coupe du Monde, c'était le tirage au sort a été réalisé il n'y a pas longtemps. Ça sera face à la Nouvelle-Zélande. Match d'ouverture.
Oui. Parfait. Alors, je vais chercher parce qu'il y a plusieurs Ouais, questions et ça fait que je d'apparaître. les vois. Du coup, bah, si tu en as une à laquelle tu veux répondre, tu me dis, hein. Je vois. Je sais pas, choisis toi, c'est toi qui choisis. Ok. Alors, comment est-ce que vous préparez mentalement votre groupe qui est aujourd'hui une équipe qui va être, et qui va être très attendue par ses adversaires? Alors, on continue à se préparer aussi bien, voire aussi mieux que nous l'avons fait la saison passée. Nous avons surpris. Donc cette année, on va essayer de confirmer et d'être encore meilleur. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas meilleur quand on a réussi en peu de temps à rehausser notre niveau et à devenir compétitif très rapidement. On a gagné 8 matchs sur 10. On est passé de 25% de victoire à 80% de victoire. Maintenant, on a envie de gagner, mais aussi de gagner des compétitions. Donc la première compétition qui nous est proposée, c'est le tournoi Destination. On va essayer de gagner le tournoi Destination 2021. En travaillant, alors, on avait une version 1 l'hiver dernier, version 2 à l'automne, et là on est passé sur une version 3. Quand je dis version, c'est des entraînements, enfin, c'est la semaine de préparation, puisque on doit préparer un match en une semaine, d'un samedi à l'autre. Et donc on travaille sur l'attaque, sur la défense et sur les phases de conquête, mais on travaille donc aussi sur la stratégie, sur l'analyse, et on travaille aussi sur le cerveau émotionnel. En fait, vous devez savoir que nous fonctionnons avec trois cerveaux. Un cerveau émotionnel, un cerveau sensoriel, c'est l'entraînement, et un cerveau analytique, c'est la compréhension de l'organisation. Et donc, on essaie d'équilibrer, en fait, à travers les différents temps, l'entraînement. L'entraînement, il n'est pas que terrain. L'entraînement, il est aussi émotionnel et il est aussi analytique. Donc, voilà comment on travaille. On a aussi beaucoup accès aux data qui permet de mesurer les volumétries de course, les intensités de course, et ça impacte aussi notre façon de nous entraîner. Voilà. Ok, il y a aussi une question, il y a une autre question encore, enfin, il y en a plusieurs même. Est-ce que vous aviez un rival dans le rugby? Alors, oui, en fait, il y a toujours beaucoup de compétition pour jouer, puisqu'il y a beaucoup de concurrence. Donc, en fait, moi, je jouais au poste de numéro 9, demi-mêlée. Et donc, j'étais en concurrence avec tous les autres demi-mêlées de ma génération, puis après des joueurs qui pouvaient jouer pour l'équipe de France. Donc, en fait, quand plus on monte, plus on a des rivaux, en fait. Et j'ai toujours eu, euh, j'ai toujours eu en fait des rivaux. Quand on choisit de jouer au plus haut niveau, en fait, on est toujours en concurrence avec quelqu'un. Donc j'avais toujours quelqu'un qui voulait me prendre ma place. Toujours, toujours, toujours. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. Bah, il nous reste 10 minutes encore. Il y a une autre question. Comment gérez-vous la frustration des joueurs sur le banc? Très intéressant comme question. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui jouent, il y a les joueurs qui jouent pas. Et donc les joueurs qui jouent pas, ils ont une émotion qui est désagréable. C'est de ne pas être sur la feuille de match. Au départ déjà. Après, l'émotion désagréable, elle peut arriver par l'échec, la déception, la frustration. Mais c'est vrai que lorsque vous n'êtes pas sélectionné, c'est la première émotion qui vient, c'est avant le match, vous êtes déçu. Donc, on essaie de leur expliquer les raisons qui font que ils sont pas sur la feuille de match. On essaye qu'au moins ils puissent avoir des réponses à des questions qui se posent. Parfois, les joueurs comprennent, mais n'acceptent pas, et ça me va bien. Je pense que un compétiteur, il doit pas accepter d'être numéro 2 justement, mais il doit comprendre pourquoi il n'est pas sélectionné, ou il doit comprendre pourquoi il joue pas. Et ça, c'est très, très important. Comprendre, ne pas accepter, ça veut dire qu'il va s'entraîner pour être meilleur. Et comprendre la raison, ça veut dire qu'il va être engagé dans le projet. Parce que il faut que les joueurs qui sont remplaçants, ils restent engagés dans le projet. Ça, c'est très important. Ok, alors, il y a plein de questions. Euh,
Vous préférez, il y a une autre question vous préférez jouer en tant qu'entraîneur, enfin, vous préférez être sur le terrain en tant qu'entraîneur ou en tant que joueur? Bon, d'abord, j'ai plus le choix. Parce qu'arrivé C'est vrai. à un certain âge, on n'a pas le choix. On sent qu'on va moins vite, on sent qu'on est moins endurant, on sent qu'on est moins costaud. Donc, naturellement, on arrête de jouer. C'était le cas il y a maintenant, en 2003, c'était il y a 17 ans, voire 18 ans. Et je me suis retrouvé entraîneur alors que ce n'était pas prévu, mais c'est parce que j'aimais ce jeu, parce que j'étais passionnément engagé sur ce jeu. Et qu'est-ce que je préfère? Je pense que ça correspond à une logique, en fait, et à une passion. Je reviens encore à la passion. C'est-à-dire que cette passion, finalement, elle me quitte pas. Je pensais que, et finalement, j'ai passé toutes les étapes avec cette sorte ce fil rouge qui est le rugby, en fait. Et au-delà de la pratique du jeu, ce que j'aime aussi, c'est les rites, c'est la culture. Pour ceux qui connaissent, j'aime les terrains, j'aime les clubs. Les clubs. En rugby, c'est très important le club. Le club house. Club house, c'est là où on boit une bière, c'est là où on mange, c'est là où on fait la fête, c'est là où on se retrouve après l'entraînement, avant l'entraînement. J'aime le vestiaire. C'est là où on se retrouve avant de jouer, après avoir joué. J'aime les stades. J'aime les vieux stades comme les stades neufs. Et puis j'aime aussi voyager. J'aime vraiment voyager. Et le rugby nous permet de voyager. Alors, c'est pas un sport universel. C'est un sport qui est pratiqué par certaines nations. Vous avez les nations britanniques, le Pays de Galles, l'Écosse, l'Angleterre et l'Irlande. Chez les Latins, vous avez la France et un degré moindre l'Italie. Et après, vous avez les anciennes colonies anglo-saxonnes et britanniques que sont la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Australie, les îles du Pacifique, Fidji, Samoa, Tonga, l'Argentine, parce que l'Argentine a été à l'ère industrielle, au début de l'ère industrielle, très occupée par les Britanniques qui ont notamment construit les chemins de fer. Donc ils ont construit des clubs, donc il y a du rugby en Argentine. Les États-Unis, parce qu'il y a beaucoup d'anciens Britanniques qui sont partis aux États-Unis qui jouent. Alors c'est un sport aux États-Unis qui n'est pas le sport du roi du tout. Hein. C'est pas le baseball, c'est pas le basketball, c'est pas le football américain, mais ça joue un petit peu. Et le Canada. Donc, en gros, voici les nations qu'on rencontre souvent en Coupe du Monde. Les nations majeures, il y en a quelques-unes. C'est les nations britanniques, la France et les trois nations du Sud, plus l'Argentine. Il y a aussi le Japon aussi. Le Japon qui est une bonne équipe. Ils ont perdu un quart de finale l'an dernier. Ils jouent beaucoup au rugby au Japon parce qu'il y a cette culture qui vient des pays britanniques. Une autre, alors, comment gérez-vous les mauvaises critiques? Ça, c'est quelque chose qui s'apprend parce qu'on est très, très critiqué dès qu'on commence à être médiatique. On a beaucoup de commentaires très positifs ou très négatifs. Et il faut apprendre à vivre avec. Il faut accepter déjà, il faut les accepter. Pas nécessairement les lire et surtout pas nécessairement y répondre. Ou alors en prendre note. Et la réponse, vous savez, nous, la réponse, on a juste à jouer. Hein. La meilleure réponse pour un sportif, c'est de pratiquer et de bien faire. Quand on dit que vous n'êtes pas bon, vous jouez, vous êtes bon. Ça, c'est la réponse. Après, comme on est un sport médiatique, on est une entreprise de spectacle. Donc, il faut accepter que les médias racontent ce qu'on fait, en bien, en mal, soit parfois intrusif. Mais il faut l'accepter, ça fait partie du jeu. Ça fait partie de la lumière. Comme le disent certains, vous savez, parfois, on a beaucoup trop de lumière sur nous. Le fait d'être des sportifs médiatiques, ça nous donne beaucoup, beaucoup de visibilité et parfois trop, en fait. Parce qu'on se rend compte que les médias, en fait, et la lumière, c'est pas normal, en fait. Pour un être humain, c'est quelque chose qui est très difficile à supporter. D'où parfois les problèmes qu'ont certains joueurs, parce qu'ils n'arrivent pas à assumer un changement de statut qui est un statut virtuel. Hein. C'est toujours les mêmes, hein, sauf qu'ils sont connus, reconnus. On leur demande de signer des autographes, on leur demande de faire des choses, alors que c'est des personnalités qui sont normales, sauf que ce sont des bons joueurs. Et ce sont juste des gens qui font rêver. En fait, nous, on peut faire rêver, mais on peut aussi rendre triste. Et donc, inconsciemment ou consciemment, on est soumis ensuite aux conséquences.
Quand on fait rêver, on est adulé, ou jalousé, ou détesté. Et quand on rend triste, alors, eh bien, on rend triste les gens. Donc les gens nous en veulent. Donc les gens nous en veulent, donc ils nous aiment pas. Voilà. C'est logique en fait. Il faut juste apprendre à se détacher. Il est 18h06, on va essayer de faire encore une ou deux questions. L'usage de la data est relativement récent. Quelle est l'importance de celle-ci pour la gestion de... Tu m'entends, Fabien? Ouais, L'usage de la data est relativement récent. Quelle est l'importance de celle-ci pour la gestion de votre équipe? très importante. Ça fait pas tout, mais la data, ça permet de mesurer, de quantifier à la fois les volumétries de course à l'entraînement, ce qu'on appelle les hautes intensités, les vitesses, les accélérations, hein, et aussi d'analyser le jeu. Et on arrive avec des algorithmes, on a un data scientist dans l'équipe, on arrive à savoir qu'est-ce qu'on fait le plus. Et donc, pourquoi il faut s'entraîner en fait? Il faut s'entraîner à se préparer à ce qu'on fait le plus. Ou qu'est-ce qu'on fait peu. Donc, il ne faut pas s'entraîner à ce qu'on fait peu. Donc, des choses simples en fait. Des choses simples. Des petites choses simples. Donc, la data, c'est vraiment un outil qui nous aide aujourd'hui à être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus performants. Ok, on va essayer d'en faire encore on va essayer d'en faire encore une ou deux parce que tu vas devoir y aller dans quelques minutes. Sur quels critères sélectionnez-vous les joueurs en équipe de France? D'abord, c'est un projet sur 4 ans, donc on essaie de penser comment ils seront dans 4 ans. Donc, on sait par exemple par la data qu'une équipe championne du monde, elle a 28 ans de moyenne d'âge, elle a 50 sélections. Donc, on s'est dit, voilà, on va essayer de se projeter autour de ça. Donc, j'ai sélectionné une équipe qui avait 24 ans de moyenne d'âge et qui avait à peu près 10 sélections et la faire grandir. On l'a fait grandir parce qu'on appelle ça l'expérience collective. Plus on joue ensemble, plus on s'entraîne ensemble, meilleur on est. Plus on développe des réflexes une fois de plus. Le réflexe individuel et le réflexe collectif. Donc en fait, je m'attache à sélectionner des joueurs qui vont être capables de grandir ensemble. C'est un projet où il faut être bon immédiatement et bon dans 3 ans maintenant. Voilà comment on sélectionne les joueurs. Après, ce qui est important aussi, c'est leur mentalité. On a besoin de joueurs qui respectent le cadre de vie. Nous, en rugby, on joue comme on vit et on vit comme on joue. Quand on vit bien, on joue bien. Quand on joue bien, on vit bien. Donc, il faut des joueurs qui ont du caractère. Il faut des joueurs aussi qui soient capables de se remettre en question, qui soient altruistes, qui jouent pour l'équipe. Voilà. En fait, toutes les valeurs principales du rugby, il faut que ces joueurs les aient en eux. Mais par contre, ils sont pas tous, il n'est pas nécessaire qu'ils soient tous les mêmes. Au contraire, une équipe de rugby, c'est plein de profils différents. Des grands, des petits, des rapides, des moins rapides. Donc, il faut trouver le bon équilibre, le bon mix. Voilà, je pense, Elliot, qu'il est 18h09. Je vais être obligé de conclure Ouais, parce que je vais vous laisser. pas de souci. C'est toi qui conclus, Elliot, Merci ou beaucoup, c'est moi? Fabien. On va conclure. Merci beaucoup, Fabien, d'être venu. On se revoit du coup à la prochaine conférence. Tu Merci, m'entends? merci Elliot Ouais. pour Merci beaucoup, Fabien, d'être venu. Merci beaucoup. On se revoit de toute façon prochaine conférence le 2. J'espère qu'il y aura autant de monde et que vous aurez encore plein de questions à poser à Fabien. Et il sera ravi de vous répondre, je pense. Du coup, merci à tout le monde. Merci à toi, Elliot, et merci à vous tous. Je ne sais pas combien vous étiez. C'est Elliot qui sait. Combien vous étiez à peu près? On était 115 là. 115. Très bien. 115. Voilà, et bien, merci pour votre accueil, pour votre écoute. Et puis, je suis obligé de vous laisser parce que maintenant, j'attaque une réunion avec mon équipe pour l'entraînement de ce soir.